Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, le quorum est atteint, on peut donc commencer nos travaux. Monsieur le vice-président, le rapport 5.1, politique relative à l'agriculture, la pêche, la forêt. Vous avez la parole, monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président. Ce rapport regroupe l'ensemble des décisions nécessaires à la mise en œuvre et au financement des actions relatives à l'agriculture, à la pêche et à la forêt pour l'exercice budgétaire 2023. Concrètement, il vous est demandé de soutenir la politique départementale en faveur de la ruralité et de son développement en inscrivant à ce titre au budget primitif une enveloppe globale de 300 000 euros, 120 000 euros en investissement et 180 000 euros en fonctionnement. Il s'agit essentiellement de rendre pérennes nos cofinancements avec la région Grand Est, ainsi que notre partenariat avec la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. Je vous rappelle qu'initialement, on avait un partenariat à hauteur de 150 000 euros avec la Chambre d'agriculture et que par avenant, on a rajouté 30 000 euros dans l'enveloppe pour l'étude de la filière viande. Il vous est également proposé de prévoir sur un budget annexe 4 500 000 euros en investissement pour la construction de l'abattoir départemental. L'année 2003 va en effet voir se concrétiser nos efforts dans la réalisation de ce nouvel outil. Pour la promotion des circuits courts et de proximité, essentiellement pour le déploiement d'AgriLocal 52, une somme de 15 000 euros en fonctionnement vous est proposée. En fait, 10 000 euros pour l'adhésion à la plateforme et 5 000 euros essentiellement pour les animations. Pour notre politique en matière d'aménagement foncier rural, il vous est demandé d'inscrire au budget une somme globale de 201 000 euros. 195 000 euros en investissement et 6 000 euros en fonctionnement. Je vous rappelle qu'il s'agit des aménagements fonciers, agricoles, forestiers et environnementaux, ainsi que des échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux. Enfin, il vous est proposé de voter une somme globale de 223 500 euros pour notre politique en faveur de l'environnement et du cadre de vie, qui regroupe notamment notre adhésion à la COFOR 52 et nos soutiens à l'EPAMA, au CAUE, qui prend 200 000 euros sur les 223 500, et à l'association Collectif Construction Chambre Grand Est. À noter que concernant le collectif 3C, donc pour le chanvre, la situation va évoluer début d'année 2023, puisque ce collectif va se constituer en association de préfiguration en vue d'une SIC où on sera sollicité pour un partenariat avec une adhésion qui devrait diminuer, puisqu'aujourd'hui c'est 15 000 euros, on passerait à 2 000 euros. Donc, Monsieur le Président, on vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont reçu l'avis favorable de la 5e commission le 4 novembre dernier. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport 5.1 ? Oui, Madame Leduc. Je n'ai pas de questions, mais je ne prendrai pas part au vote. Très bien, c'est noté. Madame la présidente du CAE. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je soumets au vote ce budget. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport 5.2, politique relative à la sécurité sanitaire et environnementale. C'est à nouveau... Non, c'est Monsieur Michel André, Monsieur le Président. Oui, merci. Qui présente ce rapport. Donc, la politique départementale relative à la sécurité sanitaire et environnementale comprend 4 axes de travail à la fois distincts et complémentaires. Donc, en faveur des espaces naturels sensibles, il vous est proposé de voter une enveloppe globale de 466 000 euros, enveloppe dont la répartition vous est détaillée dans le rapport. Pour le parc Audin de Châteauvillain, il est proposé d'inscrire au budget primitif 2023 la somme de 46 300 euros pour la gestion courante du parc, la somme de 1 million d'euros pour des études et travaux liés à certains travaux de remise en état du site suite à l'abandon du projet Animal Explora, et une recette prévisionnelle très énorme de 2 500 euros pour la vente de bois et les opérations de régulation de la population des daims. En ce qui concerne le Fonds départemental de l'environnement, il vous est demandé d'affecter 2 400 000 euros au FDE sur l'autorisation de programme Fonds territoriaux et thématiques 2023 et d'inscrire des crédits de paiement à hauteur de 1 976 000 euros pour payer les opérations validées antérieurement.
Enfin, pour le fonctionnement du laboratoire départemental d'analyse, il vous est proposé de voter un budget prévisionnel équilibré à 1 306 900 €. Et j'appelle votre attention sur le fait que le laboratoire envisage de se doter d'une nouvelle accréditation, COFRAC, afin notamment de pouvoir analyser les eaux usées pour le service d'assistance technique et environnementale, et qu'il souhaite mettre en place une démarche de certification Calliope pour les formations qu'il dispense à des tiers en matière d'hygiène alimentaire et de méthode ACEP. Donc la méthode ACEP, c'est une formation pour tous les professionnels de restauration et en hygiène alimentation. Donc, Monsieur le Président, vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont reçu l'avis favorable de la 5e commission le 4 novembre. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport 5.3, politique en faveur de l'ingénierie départementale. C'est à nouveau vous, Monsieur le Président André. Merci. Je vous laisse la parole. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport relatif au budget nécessaire au bon fonctionnement du service départemental d'assistance technique pour 2023. Donc, comme vous le savez, le service départemental d'assistance technique englobe le service d'assistance technique à l'environnement, la SATET, qui répond dans le cadre du décret du 18 juin 2020 relatif à l'assistance technique fournie par les départements, spécifiquement aux besoins des collectivités haut-marnaises dans les domaines de l'environnement, et qui bénéficie du soutien financier des 3 agences de l'eau, et un bureau d'études proposant une offre d'ingénierie dans les domaines de l'eau potable, l'assainissement, les milieux aquatiques, et la voirie et l'aménagement du territoire. Considérant l'ensemble des évolutions réglementaires actuelles et à venir en matière de transfert de compétences aux intercommunalités dans le domaine de l'environnement et les impacts du dérèglement climatique, les défis environnementaux que nos collectivités doivent relever sont de taille. Le besoin en matière d'ingénierie n'a jamais été aussi grand. Ainsi, afin d'apporter cette ingénierie aux collectivités pour 2023, le budget annexe affecté à l'activité a été évalué à 949 230 €, 892 630 en dépenses de fonctionnement et 56 600 en investissement. Donc, Monsieur le Président vous demande de bien vouloir prononcer sur ce budget prévisionnel et qui avait reçu l'avis favorable de la 5e commission également le 4 novembre. Merci, Monsieur André. Je vois que Madame Dominique Viard a l'air d'être intéressée par ce projet. Vous avez peut-être une demande d'intervention, Madame Viard, non? Non, président, ne perdez pas de temps. D'accord, merci. Non, pas de demande d'intervention. Je soumets au vote ce rapport 5.3. Des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas. Rapport adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant à la politique touristique départementale et c'est à nouveau maintenant Monsieur Laurent Gouverneur, le vice-président, qui nous présente ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente donc ce rapport sur le budget primitif 2023 de notre politique touristique qui concerne tout d'abord l'attribution d'aide aux structures touristiques, à savoir l'agence d'attractivité qui sera créée, on l'a dit ce matin, au 1er janvier 2023, qui est un projet partagé entre le département, les 8 communautés de communes, les principales villes, le PETR du Pays de Langres et le syndicat d'UDER. Cette agence a pour objectif de mieux répondre aux enjeux du territoire. Une convention sera soumise à la prochaine commission permanente. Elle définira les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à cette agence, les ambitions recherchées et les objectifs de cette ambition. Pour 2023, Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 1 641 551 €, dont 1 98 631 € pour le fonctionnement et 542 920 € pour la promotion et la communication touristique, ainsi qu'un crédit de paiement de 191 513 € en recettes de fonctionnement correspondant au remboursement des sommes effectivement dépensées anciennement par la CCBJC dans le cadre de la mutualisation du château du Grand Jardin. Donc c'est une opération blanche puisque ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre. En deuxième, le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac d'Uder Chantecoq, qui est chargé de promouvoir, d'assurer la maîtrise d'ouvrage et la gestion d'équipements en lien direct avec le développement touristique du lac d'Uder Chantecoq, Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement en fonctionnement de 123 000 €, de créer une autorisation de programme de 270 000 € pour les investissements à lancer en 2023 et d'inscrire un crédit de paiement de 230 000 € en investissement pour couvrir les participations imputables sur les autorisations de programme 2023 et antérieures à 2023.
Troisième point, des cotisations. D'une part, la Fédération thermale du Grand Est qui vise à rassembler les acteurs du thermalisme autour de différents objectifs communs liés au thermalisme. À ce titre, Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement en fonctionnement de 2 000 € pour la cotisation à verser pour 2023. D'autre part, Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement en fonctionnement de 1 950 € pour le renouvellement de l'adhésion du département à l'association européenne via Francigena. Ce GR 145, inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, traverse la Haute-Marne sur une distance d'environ 120 km en passant par Châteauvillain et Langres. Le département est membre de cette association depuis 2018. Dans un deuxième temps, s'agissant des aides aux hébergements touristiques, il vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 16 900 € au titre des aides aux meublés labellisés pour les gîtes de Vouécourt et de Cirefontaine en Ornois, ainsi qu'un crédit de paiement de 20 000 € pour la mise en valeur d'une salle d'exposition du comité de développement et de promotion de la vannerie à Feilly-Bilot et l'aménagement d'une aire de camping-car à Aubrive. Enfin, il vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 45 000 € pour l'hôtel-restaurant de Vignory et 45 000 € pour l'hôtel du commerce à Nogent. Dans un troisième temps, il s'agit d'accompagner les collectivités dans l'aménagement de sentiers de randonnée inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée PDIPR et des espaces naturels sensibles ENS. À ce titre, Monsieur le Président vous propose de créer une autorisation de programme pour les projets d'aménagement à venir et d'inscrire un crédit de paiement de 20 000 €. En fonctionnement, Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 5 500 € pour couvrir les participations au titre des ENS. Enfin, s'agissant du mémorial Charles de Gaulle, le département prend en charge les dépenses liées aux expositions ainsi que les droits à l'image. Ainsi, Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 110 000 € en dépenses de fonctionnement pour le financement des expositions, 50 000 € en dépenses d'investissement pour les droits à l'image et 10 000 € en recettes de fonctionnement correspondant à l'affermage prévu dans la DSP. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont recueilli l'avis favorable de la 5e commission. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? C'est noté, Madame Brasseur. Des votes contre, des abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. La direction des systèmes d'information et du projet e-administration. C'est Madame la Vice-présidente Véronique Michel qui nous présente le budget. Merci beaucoup. Garant de l'accessibilité, la sécurité et du développement du système et des outils informatiques de la collectivité et de ses agents, la direction des systèmes d'information offre également ses services, donc au service départemental d'incendie et de secours pour son outil comptable et les outils de dématérialisation comme flux comptable, marché, parapheur, électronique, etc. La maison départementale des personnes handicapées, le conseil en architecture, d'urbanisme et d'environnement et le mémorial Charles de Gaulle. Elle est également la direction référente de l'ASPLXDMAT auprès des 410 collectivités adhérentes de la Haute-Marne. Le budget informatique global s'élève à 2 779 250, dont 1 899 500 en investissement. Concernant les logiciels métiers, notons le déploiement d'un coffre-fort numérique pour l'ensemble des agents de la collectivité, ainsi que la mise en œuvre du nouveau logiciel de gestion du temps. Concernant le pôle aménagement, l'ajout d'un système de vidéosurveillance dans les centres d'exploitation de Jusseincourt et de Châteauvillain. Au sein du pôle solidarité, la mise en place d'un portail pour informations préoccupantes, le projet de dématérialisation des déclarations de grossesse et la mise en œuvre d'une gestion électronique de documents pour l'aide sociale à l'enfance et aux assistantes maternelles, entre autres. L'équipement des collèges est en légère baisse, mais pour rappel, depuis 2007, le département a investi 7 millions d'euros en matériel et infrastructures numériques. Quant aux frais de fonctionnement, ils s'élèvent à 879 500. Après d'avoir recueilli l'avis de la 6e commission, Monsieur le Président vous demande de vous prononcer sur ces propositions. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Madame Michel. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ce budget? Non, ça devait être très clair, Madame la Vice-présidente. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant au budget éducation. C'est Madame la Présidente de la Commission, Marie-Laure Parison, qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Le rapport qui vous est présenté retrace les inscriptions budgétaires relatives aux missions exercées par la direction de l'éducation. Pour ce qui concerne le fonctionnement des établissements publics et privés, il vous est proposé d'inscrire 3 579 450 € pour l'ensemble du soutien financier apporté au fonctionnement des collèges,
dont 2 284 567 € correspondant à la DGF des collèges publics et 794 438 correspondant à la DGF des collèges privés, tel que vous l'avez voté le 21 octobre dernier. Outre le fonctionnement général des établissements, il est souligné que cette ligne budgétaire soutient également les sections optionnelles mises en place dans les établissements, tels que les jeunes sapeurs-pompiers, dont le nombre passe cette année de 22 à 53 collégiens inscrits. D'inscrire 314 000 € destinés aux aides scolaires, comprenant le versement des aides à la demi-pension ou les sorties axées sur la découverte du patrimoine au Marnais. Et enfin, d'inscrire 664 400 € destinés à soutenir financièrement nos partenaires extérieurs pour leur action en faveur des jeunes au Marnais, tels que Canopé. D'inscrire la somme de 942 152 € en dépenses d'investissement. S'agissant de ces dépenses, la direction de l'éducation renouvellera, cette année encore, les mobiliers des établissements scolaires, équipera nos agents de matériel performant, notamment en matière d'économie d'énergie, et mettra à disposition des établissements un espace numérique de travail grâce à un marché régional couvrant l'ensemble du territoire Grand Est, lycées et collèges. Le budget de la direction de l'éducation se condense ainsi à 4 557 850 € en dépenses de fonctionnement, 650 000 € en recettes de fonctionnement, 942 155 € en dépenses d'investissement et 10 000 € en recettes d'investissement. En 2023, ce budget permettra à la direction de l'éducation de tenir ses obligations quant au fonctionnement des établissements scolaires, mais également de soutenir les familles ainsi que de participer aux projets pédagogiques pour permettre à nos enfants d'enrichir leurs compétences. Monsieur le Président, vous vous serez gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont reçu l'avis favorable de la 6e commission le 1er décembre 2022. Merci Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. D'accord, c'est noté. Donc je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant à la 7e commission. Madame la première vice-présidente va vous faire une présentation du schéma enfance, jeunesse et insertion 2022-2026. Elle a 5 minutes pour présenter ce schéma. Merci, Monsieur le Président, pour ces 5 minutes. Eh bien, écoutez, je vais vraiment faire de manière synthétique. En fait, ce que je vais vous dire en préambule, c'est que le département, il y a déjà quelques temps, a fait le choix de repenser l'ensemble de ses politiques des solidarités. Et en fait, cette nouvelle réflexion, elle passe par la réalisation de nouveaux schémas qui donnent en fait une feuille de route sur les thèmes que nous abordons. Donc ça a déjà été un très grand enjeu pour le schéma, avec le schéma de l'autonomie en 2020. C'est à présent validé, fait. Nous avons eu à en parler dans cet hémicycle et il est en train de se dérouler à présent. Et là, les derniers travaux que nous avons engagés depuis 1 an maintenant, eh bien, ils concernaient la partie structurante de enfance, jeunesse et insertion. Et c'est ça que je vais vous présenter à présent. L'idée que nous avons eue, en fait, c'était de se dire que les nouveaux défis de l'enfance, la jeunesse et l'insertion étaient au cœur de notre politique publique et qu'il était donc très important de repenser notre méthode de travail. C'est passé par des bilans et des besoins du territoire sur les politiques qui étaient mises en œuvre. On a évidemment des indicateurs de fragilité qui nous ont amenés à considérer que les petits-enfants étaient vraiment une cible particulière. Les personnes bénéficiaires du RSA aussi, notamment quand on voit aujourd'hui que sur le marché de l'emploi, eh bien, il y a quand même à Chaumont et à Langres significativement quasiment du plein emploi et à Saint-Dizier un chômage qui se tasse. Par ailleurs, des entreprises qui sont à la recherche de main-d'œuvre de manière assez considérable. Alors, on se disait, nous en parlions tout à l'heure avec Madame la Préfète, qu'il y a un rapprochement à faire entre les services de la DETS-PP et nos services sur le travail un peu plus profond des personnes en situation d'insertion. On considère que dans les examens que nous avons faits, l'Observatoire, une situation peu favorable à l'insertion des jeunes et aussi à la prise en charge médicale des enfants, des défis et des difficultés à prendre en compte sur le recrutement, les moyens humains pour assurer une politique préventive efficace. Et on sait que être dans la prévention, c'est moins soigner demain. Vous voyez que l'approche un peu systémique de notre rapport aux soins et à la santé, elle est majeure.
Et donc la prévention est donc un grand défi que nous devons avoir. C'est l'expérience des PMI, des protections maternelles et infantiles, sur lesquelles on doit s'appuyer pour travailler sur ce sujet. Et enfin, il y a des opportunités dans le contexte d'élaboration d'un nouveau schéma des solidarités, parce que si nous pensons plus les enfants, les familles et les personnes en insertion, on voit bien que c'est en fait des cibles qui se rejoignent. Et donc c'est important d'avoir une approche plus globale. Notre pilotage, il est réaffirmé par le département. La place de la collectivité est majeure. La jeunesse est une thématique transversale avec des moyens renforcés. Et on décline en 2 fiches actions transverses, une politique jeunesse qui est une priorité et mobiliser les actions relevant de la culture, du sport, de la citoyenneté au profit de l'ensemble des publics que je viens d'évoquer. Il y a donc 4 grandes orientations du schéma. C'est d'ailleurs les mêmes orientations que nous prenons à chaque déclinaison de nos politiques publiques. Renforcer le pouvoir d'agir, c'est-à-dire que les personnes doivent se prendre en main et on doit leur donner les clés pour qu'ils se prennent en main. Ça doit passer par un accès aux droits et à la prévention. En second, assurer la fluidité du parcours, avoir les bons interlocuteurs au bon moment et se rendre disponible et se faire connaître. Par exemple, vous voyez que les PMI, parfois, elles peuvent être identifiées comme étant plutôt des personnes des acteurs du territoire, des professionnels qui travaillent sur la protection de l'enfance, alors qu'en fait, les PMI, elles peuvent faire un travail formidable, très en amont dans les familles, quand elles ont des soucis majeurs dans le système éducatif. En 3, il faut améliorer la réponse aux besoins des personnes en facilitant leur inclusion. Ça conforte ce que je viens de dire précédemment, et conforter l'accompagnement des parcours des personnes qui sont en situation complexe. Nos orientations stratégiques, elles sont en 4 orientations, 16 objectifs et 28 fiches actions. Les 28 fiches actions, je vous en ferai grâce. Ça va ? Et donc, les principes spécifiques de chacune des politiques publiques. Pour l'enfance et la jeunesse, c'est vraiment prévenir, coordonner. Pour l'insertion, optimiser, repenser les parcours et mobiliser. J'irai pas plus loin parce qu'en fait, j'ai dit l'essentiel. J'ai déjà évoqué renforcer le pouvoir d'agir, l'orientation 1, 2, 3, on défile. Et je vous fais une petite conclusion simplement. La structuration du schéma, ça passe donc par un bilan des besoins, un pilotage réaffirmé du département et 4 grandes orientations. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Madame la Première Vice-Présidente. C'était dans le délai. Y a-t-il des commentaires sur la présentation de ce schéma? Non. Ouais. Oui. Juste, alors c'est pas tant par rapport à la présentation de ce schéma, mais c'est vrai que nous, on est beaucoup dans la prévention. Et juste une remarque que je voulais faire à vous, Monsieur le Président, et à mes collègues, puisqu'on parlait de l'hôpital ce matin. Au niveau des hôpitaux, que ce soit les hôpitaux ordinaires ou de proximité, tout ce qui est prévention n'est pas pris en compte en termes de cotation. C'est-à-dire que tout ce qui est des actes sont pris en compte et donnent donc lieu à un financement à l'hôpital. Tout ce qui relève de la prévention n'est pas pris en compte. C'est une aberration parce qu'on sait très bien que tout ce qui est prévention, c'est autant d'argent qu'on n'aura pas à dépenser plus tard et par rapport à la préservation de la santé. Mais c'est ainsi que ça se passe, c'est encore une aberration du système. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour ces précisions. D'autres demandes d'intervention? Je soumets au vote ce schéma. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il est adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant au gros budget de l'action sociale départementale, des solidarités. Et c'est à nouveau Madame la Première Vice-Présidente qui présente ce budget lourd, important et tellement essentiel pour les Hauts-Marnais. Merci, Président. En effet, voilà, j'ai l'honneur de vous présenter le budget total des solidarités humaines qui est proposé à plus de 122,44 millions pour 2023. Il est en hausse de 8,85% par rapport aux dépenses prévisionnelles de l'exercice 2022, quand les recettes, elles, ont augmenté de 0,78%. On sait bien en fait qu'il y a des effets mécaniques et je vais rentrer dans le détail tout de suite après. La charge nette évolue donc de 11,69%. En tout cas, l'évolution de notre budget, elle se veut volontariste. On pourrait avoir un peu cet abus de langage de dire que nous subissons notre budget des solidarités. C'est vraiment pas l'angle que je vais prendre en vous présentant ce budget aujourd'hui. Parce que être volontariste, ça veut dire
penser un peu différemment cette politique des solidarités et que nous soyons vraiment des acteurs, en fait, pour accompagner nos habitants. Le président a dit dans son propos liminaire, notre département protège et accompagne. C'est exactement le sens de ce budget. Il protège et il accompagnera les Haut-Marnais au plus près. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous indiquer quelles sont les décisions que l'on a prises, qui sont des décisions prises en 7e commission avec l'accord du président et qui montrent vraiment des enjeux et des réponses que nous apportons à des besoins qui étaient existants et qui n'avaient pas été satisfaits jusqu'alors. Des besoins en place, des besoins en établissement, et je vais rentrer dans le détail pour vous expliquer le sens de mon propos. On sait que si des décisions unilatérales de l'État induisent fortement les hausses, avec notamment, on l'a dit déjà tout à l'heure, des accords salariaux sur le Ségur, que nous avons subis en effet, des avenants à la convention de branche d'aide à domicile, notamment, nos solidarités sociales en 2023 visent à accélérer le développement de nouvelles offres de services pour les Haut-Marnais dans un contexte de crise économique et post-Covid que nous avons subi en 2020-2021. Pour éviter les ruptures de parcours et qu'elles ne s'accentuent, le département a contractualisé avec de nombreux partenaires. Il a valorisé des métiers en tension, notamment dans le champ du social et du médico-social, pour soutenir les services d'aide à domicile en grande fragilité, pour conforter les établissements et les services qui œuvrent auprès des plus fragiles et des personnes qui ont vraiment besoin de notre action. Il assume ses responsabilités dans le versement des allocations individuelles de solidarité, que vous connaissez tous. L'allocation personnalisée d'autonomie, par exemple, la prestation de compensation du handicap, et enfin le revenu de solidarité active. Il continue d'innover dans le champ de la santé en développant des offres de services expérimentales. Ces offres de services, par définition, les expérimentations, nous voudrons à terme les généraliser lorsque nous observerons qu'elles fonctionnent. Les solidarités participent pleinement à l'attractivité de notre territoire et s'inscrivent ainsi parfaitement dans notre ambition CAP 2030. L'action sociale départementale accompagne le parcours d'une vie, comme j'ai l'habitude de le dire, du tout petit enfant, quasiment dans le ventre de sa maman, jusqu'à l'avancée en âge, au domicile et en établissement, avec pour objectif la préservation des capacités de chacun, pour une plus grande autonomie, s'agissant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, pour une meilleure inclusion, pour les personnes qui sont en insertion et pour les familles qui sont en difficulté, et enfin, pour favoriser le pouvoir d'agir des usagers. Ces axes forts seront développés dans le schéma inédit de l'enfance, la jeunesse et l'insertion professionnelle que je viens de vous indiquer dans le rapport précédent. Ainsi, ce sont 1561 enfants qui ont bénéficié de bilans de santé. Là, on parle de prévention, c'est dans les écoles maternelles. 2428 personnes âgées et 1489 personnes en situation de handicap que nous accompagnons au quotidien. 4178 bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont accompagnés dans leur parcours d'insertion. Et je le dis et je le réaffirme, nous évoquions avec Madame la Préfète, c'est un enjeu majeur que de retendre la main à ces personnes en insertion. On le fait à Joinville avec Territoire Zéro Chômeur, on le fait en accompagnant un certain nombre de chantiers d'insertion et on le fera encore en essayant d'avoir des propositions un peu atypiques pour offrir aux bénéficiaires du RSA une sorte de tremplin. Et enfin, 1085 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, dont 517 accompagnés par les assistants familiaux ou par des équipes de maisons d'enfants à caractère social, sont aussi en quelque sorte protégés par le conseil départemental. Cet accompagnement sera renforcé avec les nouveaux moyens proposés et les nouvelles politiques mises en œuvre, notamment dans le cadre de la contractualisation avec l'État. En conséquence, nos dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire 98,64% du budget, augmentent de 7,29% par rapport au réalisé prévisionnel. Les principales tendances, je vais vous les dire assez rapidement. La progression des dépenses liées à l'enfance, qui s'explique par la prise en compte du Ségur de la santé, de la loi Taquet au profit des assistants familiaux, dont on peut se réjouir, mais dont on comprend quand même que sans équivalent de l'État, eh ben, c'est quand même compliqué pour nous. Donc je tiens à le redire, on est très content que pour les assistants familiaux,
la situation s'améliore, mais quand même, le supporter seul, c'est un peu fort. Et enfin, avec la mise en place du contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance. Les montants budgétés pour les dépenses en faveur des personnes en situation de handicap augmentent aussi de 8%, 8,18%, et en faveur des personnes âgées de 3,37%. Ce sont des hausses aussi qui sont considérées à cause de la prise en compte du Ségur de la santé et de l'avenant 43 de la branche de l'aide à domicile, mise en place de nouvelles aides pour les personnes en situation de handicap, ainsi que la création de 16 places dans le secteur des personnes en situation de handicap. Et enfin, les montants budgétés pour les dépenses d'insertion et d'action sociale sont en hausse, elles aussi, mais c'est plus minime, de 1,47%, notamment en raison d'un effet mécanique de la revalorisation du RSA. Nos dépenses de fonctionnement permettent de financer des nouvelles offres et d'accompagner des habitants, c'est vrai, en augmentant des places dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et directement pour les bénéficiaires. Le budget des solidarités humaines soutient la mise en œuvre des actions du schéma de l'autonomie et de l'enfance. Cela se traduit par de l'innovation sociale, du soutien à l'activité économique qui représente l'offre de services, la volonté de poursuivre l'innovation dans le champ de la santé, notamment grâce au projet IME Santé pour faciliter l'accès aux soins des Haut-Marnais. Je vous rappelle plusieurs objectifs les années à venir. Continuer le coaching parental à la naissance, ça veut dire vraiment accompagner les familles au plus près dès la connaissance de la naissance d'un enfant, développer la téléconsultation, notamment dans les EHPAD, et enfin, la mise en œuvre de cabinets médicaux mobiles qui seront un projet majeur pour les années à venir. Une plus grande inclusion des personnes fragiles par l'âge ou le handicap. Ça, c'est le déploiement de l'habitat inclusif et de l'aide à la vie partagée. C'est vraiment important parce que ça permet la préservation de l'autonomie et grâce au développement de programmes d'action de prévention financés dans le cadre de la conférence des financeurs et le soutien à l'autonomie. Et enfin, la mise en place de l'Observatoire des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dont les derniers travaux, le 1er décembre 2020, piloté par Madame Brigitte Fischer-Patria, a suscité une très forte adhésion des professionnels et des représentants des résidents. Par ailleurs, il y a le déploiement effectif de l'accueil médicalisé pour les situations dites complexes et pour permettre de prévenir les départs des personnes en situation de handicap en Belgique. Il y a le déploiement d'une nouvelle offre d'accompagnement plus modulaire dans des villes, dans des bourgs-centres. C'est l'expérience que nous allons mener à Bologne afin de favoriser une plus grande autonomie et une inclusion dans la cité des personnes en situation de handicap. Et pour finir, la volonté de maintenir le travail en coordination des partenaires malgré la fin décidée de l'État d'une action que nous avions. C'était la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. Mais nous le faisons autrement, et tant mieux, parce que les professionnels de santé ont vraiment besoin de ce service. Voilà, le rapport qui vous a été remis sur table détaille les différents types de dépenses par public. Et donc, je vais vous donner les grandes masses sans rentrer dans le détail, puisque je viens de tout vous expliquer préalablement. Pour les dépenses concernant les enfants et les familles, eh bien, c'est 30,76 millions d'euros, c'est-à-dire 25,76% de notre budget, la part la plus importante. D'ailleurs, ce budget intègre une extension des capacités d'accueil en établissement avec la création d'un 3e lieu de vie et l'augmentation des capacités de suivi à domicile. Le budget en faveur des personnes en situation de handicap, il s'établit à 25%, 25,08% de notre budget, c'est 29,94 millions, dont 2/3 concernent l'accueil en établissement. Les dépenses à destination des personnes âgées, ils représentent 23,82%, c'est 28,44 millions, dont près de la moitié pour accompagner le maintien à domicile. C'est absolument majeur. On sait très bien qu'aujourd'hui, les personnes préfèrent rester à domicile et que nous les accompagnons au plus près. Et l'autre partie, c'est le soutien à l'accueil en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Et enfin,
Les dépenses liées à l'insertion, au logement et à l'action sociale, elles représentent 24,49%, 29,25 millions de notre budget, avec pour l'essentiel le financement du revenu de solidarité active. Et ceci étant, un nombre d'allocataires qui est à la baisse, légère, mais quand même, et pour lesquels l'accompagnement est renforcé. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. S'agissant des dépenses d'investissement, elles s'établissent à 3,07 millions d'euros, soit un budget multiplié par 2,5 par rapport au prévisionnel 2022, afin de développer notamment les cabinets médicaux mobiles. Les recettes, elles, s'établissent à 29,49 millions. Elles sont en hausse, en partie mécanique, du fait de l'augmentation des dépenses et de par la contractualisation dans le cadre de la protection de l'enfance, les compensations accordées par l'État pour le versement des allocations individuelles de solidarité représentent, elles, 59,46% de la dépense pour 2022. Voilà, j'en ai terminé et Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions budgétaires qui ont recueilli l'avis favorable de la 7e commission le 25 novembre dernier. Merci. Merci Madame la Première Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur ce budget des solidarités? Je n'en vois pas. Ça a été très clair. Je soumets au vote ce budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant au rapport de la 8e commission. Il s'agit du budget, de la culture, des sports et du monde associatif. C'est Monsieur le Vice-président Kalal qui nous présente ce budget. Merci Monsieur le Président. Alors tout d'abord, chers collègues, vous avez un rapport détaillé. Moi, je vous propose une synthèse. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce budget s'inscrit dans ce pôle des solidarités, cette organisation que nous avons voulu, parce que tout simplement, cette politique de la culture et des sports et du monde associatif participe pleinement à la création du lien sur notre territoire, et ces politiques que nous portons contribuent aussi à la bonne santé des habitants de notre territoire. On a aussi la chance d'avoir une vitalité associative, une diversité, une richesse, qui est un facteur d'attractivité important pour notre territoire et je pense aussi contribue à, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le maintien de cette courbe démographique, au moins le maintien, voire peut-être même attirer de nouveaux habitants. Ainsi, le département de la Haute-Marne va veiller à la répartition d'une offre culturelle et sportive de qualité dans tous ces territoires, la rendre accessible aux personnes les plus isolées, les plus fragiles et accompagner les partenaires dans ces domaines. Ainsi, les solidarités culturelles et sportives représentent un budget de 1,1% du budget départemental. On peut dire que c'est un petit budget, mais c'est un budget où on est sur une compétence partagée. Donc ce n'est pas un budget subi, c'est un budget volontariste. Parce que quand le département accompagne une association ou une structure, c'est un gage de qualité et ça déclenche quelquefois un accompagnement d'autres partenaires publics ou privés. Donc le budget total de fonctionnement consacré à nos politiques culturelles, sportives et de soutien du monde associatif est proposé à 2,32 millions d'euros pour 2023. Les évolutions proposées transcrivent la politique volontariste du département de mener sa politique publique culturelle en préservant ses équipements de structurants, en lui donnant les moyens, la médiathèque départementale, les archives départementales, la conservation départementale et le château du Grand Jardin. Par ailleurs, le département continuera à soutenir les projets des partenaires institutionnels et associatifs dans un cadre budgétaire contraint en veillant à l'évaluation des projets menés en 2022. Ainsi, le budget de 2023, consacré à nos politiques culturelles, 1,38 million d'euros, permettra de développer les projets à nos services culturels départementaux et leur permettre d'innover pour 247 965 euros. Soutenir nos partenaires, associations ou collectivités, près de 400 en 2022, pour 1 131 152 euros. Notre action en faveur de la culture se concrétise également par des crédits d'investissement à hauteur de 560 200 euros, et en particulier le soutien à l'investissement des partenaires pour 130 000 euros, le soutien au patrimoine culturel pour 53 500 euros, et l'acquisition de ressources pour la médiathèque départementale pour 213 700 euros, et le soutien aux missions des archives départementales pour 163 000 euros. Les recettes attendues seront en forte hausse, essentiellement celles de l'État avec 211 152 euros, dont 160 152 euros pour soutenir nos projets culturels et l'éducation artistique et culturelle pour tous les crédits délégués de la DRAC. Et je tiens ici à remercier sincèrement le partenariat avec la DRAC, qui est un partenariat remarquable avec les services du département. Pour notre soutien à la vie associative, elle est en légère baisse à hauteur de 230 000 euros avec le renouvellement des partenariats.
le soutien aux manifestations d'envergure départementale à hauteur de 50 000 euros, les dotations cantonales à la même hauteur, 76 000 euros, le partenariat avec l'Association des maires de la Haute-Marne pour 67 000 euros et les diverses cotisations et soutiens pour 36 245 euros. Concernant notre politique sportive, elle est intimement liée au projet de Terre de Jeux 2024 initié en 2020. Nous avons, avec les services du département et avec les collectivités partenaires labellisées, enclenché déjà un travail remarquable et nous allons continuer sur l'année 2023. Déjà, un premier rendez-vous est fixé le 16 janvier avec l'ensemble des acteurs associatifs, institutionnels, pour enclencher toute cette belle dynamique autour de Terre de Jeux 2024. Elle s'attache autant à soutenir la pratique amateur et professionnelle que les actions auprès des clubs et des comités. Ainsi, près de 708 000 euros seront répartis entre les actions en faveur de la jeunesse, comme le BAFA, et le sport scolaire, 111 170 euros, l'aide aux athlètes pour 26 500 euros, les partenaires du sport pour 570 000 euros, les clubs locaux et de haut niveau seront soutenus à hauteur de 370 000 euros, les comités sportifs à hauteur de 143 000 euros, et enfin les organisateurs de manifestations officielles à hauteur de 57 000 euros. Enfin, un budget d'investissement de 5 000 euros permettra de soutenir les investissements en faveur de l'activité sportive dans le département. Monsieur le Président, vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions, qui sont nombreuses, vous le voyez, qui ont recueilli l'avis favorable de la 8e commission le 26 novembre dernier. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions sur ce budget? Oui, Madame Colombo. D'accord. Donc on a aussi une demande de Madame Nedelec sur l'association des maires. D'autres demandes de non prise. Oui, Monsieur. Je ne prends pas part au vote pour le CVB 52. Très bien, c'est noté. Donc je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Nous allons maintenant passer au rapport indice. Monsieur le Président de la première commission. Merci, Président. Après la première présentation que je vous avais faite des grands enjeux et masses budgétaires affectés aux politiques publiques menées par le département, précisées de manière remarquable par mes différents collègues dans leur domaine de délégation, je vous rappelle les chiffres clés du budget primitif 2023 qui forment les conditions de son équilibre général. Synthétiquement, la section de fonctionnement dégage un autofinancement prévisionnel de 22,2 millions d'euros, les recettes attendues s'établissant à 224,8 millions pour un niveau de dépenses arrêté à 202,6 millions. Les dépenses de la section d'investissement arrêtées à 68,8 millions d'euros, dont 64 millions d'euros hors remboursement du capital de la dette, traduisent la poursuite de la mise en œuvre de CAP 2030 avec le démarrage de la phase travaux de plusieurs opérations majeures en 2023. L'ensemble des investissements programmés en 2023 est financé par 3 types de ressources. Les recettes propres d'investissement de 12,1 millions d'euros, un autofinancement affecté de 22,2 millions d'euros et pour le SOD, l'emprunt prévisionnel d'équilibre pour 34,5 millions d'euros. En conclusion, le budget primitif 2023 qui vous est soumis est en équilibre réel. Les dépenses totales de 271,4 millions d'euros étant financées par des recettes exhaustives évaluées sincèrement à 236,9 millions d'euros et l'emprunt prévisionnel de 34,5 millions d'euros assurant l'équilibre général. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le montant total des dépenses et recettes du budget principal du Conseil départemental pour l'exercice 2023, ainsi que sur les conditions d'équilibre général qui ont recueilli l'avis favorable de la première commission le 21 novembre 2022. Monsieur le Président, merci à vous tous pour la présentation de ces différents budgets. Je soumets au vote ce budget général. Qui est pour ce budget? Qui s'abstient? Qui est contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Le budget est voté. Merci à vous tous pour ce travail et ce bel élan que nous venons de voter pour le département. Alors, je clôt la séance et nous prenons maintenant la commission permanente. Ok. Vous avez pour vous votre commission permanente? Je comprends. Vous me donnez votre feuille? Merci.
Bien, nous prenons le premier rapport, qui est un rapport d'information sur les marchés attribués et les avenants conclus. Monsieur le président de la commission, la première commission, vous avez la parole. Donc un rapport habituel, Président. Donc nous vous avons délégué, en vertu de l'article du CGCT, le pouvoir de prendre toute décision qui concerne la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Donc vous avez la liste des avenants qui vous ont été proposés. Simplement à noter un seul avenant d'une certaine importance pour l'acquisition d'un système robotisé d'analyse pour un peu plus de 106 000 euros, qui n'a pas d'incidence financière car les crédits étaient prévus au budget. Et comme vous l'avez dit, Président, pas lieu à un vote. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des remarques sur ce premier rapport d'information? Je n'en vois pas. Nous passons donc au deuxième rapport. Il s'agit du tableau des postes et des effectifs. Encore un rapport habituel, Président, donc avec la mise à jour du tableau des postes et des effectifs. Donc, vous savez que pour répondre aux nouveaux besoins organisationnels des services suite au dernier mouvement et à de nouveaux besoins, et permettre la nomination des agents inscrits sur liste d'aptitude, il est nécessaire de mettre à jour le tableau des postes et effectifs. Les modifications vous ont été présentées dans le rapport de manière détaillée. À noter que 50 postes, simplement pour rappeler, 50 postes ne sont pas pourvus sur les effectifs totaux du département, toutes catégories confondues, et principalement d'ailleurs parmi les cadres. Donc ce rapport a recueilli l'avis du comité technique le 22 novembre 2022. Je vous saurai gré de bien vouloir adopter le tableau des postes et effectifs de la collectivité dans sa version projetée au 1er janvier 2023. Merci, Monsieur le Président. Sur ce tableau des effectifs, des remarques? Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons à nouveau à un rapport concernant des recrutements de cadres en qualité d'agents contractuels. C'est Monsieur Thiriot qui a à nouveau la parole. Oui, donc ce rapport fait résonance avec le premier, avec le précédent, pardon. Donc, en rappelant que les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires, ceci étant, par dérogation, ces emplois peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de recruter sur un emploi de catégorie B une ou un responsable de la filière gestion du domaine public au sein du pôle technique de Langres. Voilà, Président. Merci, Monsieur le Président. Des questions sur ce rapport numéro 3? Je n'en vois pas, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 4. Il s'agit d'une convention avec le centre de gestion pour l'intervention d'un psychologue du travail. C'est Madame la première vice-présidente Rachel Blanc qui présente le rapport. Oui, merci, Président. En effet, depuis plusieurs années, le Conseil départemental travaille à accentuer sa politique de prévention pour les collaborateurs de notre collectivité et mieux traiter les situations de mal-être ou de risques psychosociaux. Et donc, il y a une prestation d'assistant de service social et une prestation de psychologue du travail pour répondre à ces enjeux qui avaient été réalisés il y a quelque temps, conclus par 2 marchés. Le second marché relatif à la prestation de psychologue du travail est plutôt mitigé. Et donc, en lieu et place, un partenariat avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale va être organisé. Et donc, ce rapport est en fait destiné à approuver les termes de la convention avec le centre de gestion. Merci, Madame Blanc. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 4? Je n'en vois pas, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 5, rapport social unique au 31 décembre 2021. C'est nouveau vous, Madame la première vice-présidente, qui avez la parole. Oui, en effet, là, il s'agit en fait, s'agissant du rapport social unique, qui indique les moyens humains et budgétaires dont dispose la collectivité et qui regroupe en un seul document les principales données chiffrées sur notre collectivité. En fait, il s'agit de prendre connaissance et de prendre acte de sa présentation. Ce rapport, il porte en fait sur la gestion des effectifs et des emplois, des compétences, le temps de travail, les rémunérations, les conditions de travail, la formation et les réunions statutaires.
Il a été transmis en fait aux membres du comité technique pour information et il vous est présenté aujourd'hui. Merci Madame Blanc. Des questions sur ce rapport numéro 5? Des votes contre, des abstentions? Il n'y a pas de vote, c'est un rapport, bien sûr. Merci, excusez-moi. Nous passons donc au rapport numéro 6, le règlement intérieur du temps de travail applicable aux agents. C'est vous, Madame Blanc, qui présentez ce rapport numéro 6. Effectivement, le règlement du temps de travail applicable aux agents de notre collectivité a été adopté dans sa dernière version le 25 septembre 2020 et une mise à jour de ce document a été nécessaire par la publication de plusieurs décrets d'application de la loi. Cette actualisation concerne les mandats électifs, les congés bonifiés, le congé paternité, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, le don de jours de repos. Et donc, un travail s'est instauré dans notre collectivité, des groupes de travail composés de représentants des différents métiers exercés au sein de la collectivité, de membres des organisations syndicales, des directions concernées et de la direction des ressources humaines, a été nécessaire. Ils se sont réunis à de nombreuses reprises entre le 2 février 2022 et le 16 novembre 2022. Je vous avoue que ça a été un travail de longue haleine, mais qui a permis de préserver les nouvelles dispositions et le règlement mis à jour lors du comité technique le 22 novembre 2022, lequel a émis un avis favorable sur ce nouveau règlement intérieur du temps de travail. Au regard de ce qui précède, le président vous saurait gré de bien vouloir adopter ce règlement intérieur du temps de travail annexé au présent rapport. Merci Madame la Première Vice-Présidente. Sur ce nouveau règlement intérieur du temps de travail, y a-t-il des questions? Je ne vois pas d'intervention. Je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il est adopté. Nous passons au rapport numéro 16. C'est toujours vous, Madame la Première Vice-Présidente. L'actualisation de la liste des emplois permettant la concession de logements de fonction. Vous avez la parole, Madame Blanc. Merci, Président. Là, ce rapport porte en fait sur l'actualisation de la liste des emplois permettant la concession de logements de fonction et notamment, il est proposé aujourd'hui de compléter la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être concédé par convention d'occupation précaire avec astreinte afin d'y faire figurer l'emploi de directeur CAP 2030. Voilà, vous avez vu en annexe les modalités d'attribution du logement et l'avis du comité technique a été recueilli le 22 novembre 2022 et là, il s'agit de se prononcer sur cette proposition. Merci Madame Blanc. Des questions? Je n'en vois pas. Je soumets au vote cette proposition. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Le rapport numéro 7 est adopté. Nous passons au rapport numéro 8. Il s'agit d'une convention de mise à disposition du personnel du conseil départemental auprès du CIMTEC. Et c'est Monsieur le Président Thiriot qui prend la parole. Merci Président. Donc voilà, vous l'avez dit, donc une convention de mise à disposition de personnel, qui existe depuis 2010 entre le CIMTEC et les services du conseil départemental. Les services du conseil départemental interviennent dans le cadre de conventions de mise à disposition conclues par période de 3 ans. La convention est d'ailleurs annexée au présent rapport 2023-2025. Le périmètre des mises à disposition reste identique aux conventions précédentes, à savoir un attaché territorial à temps plein et un ingénieur territorial à raison de 10% d'un temps plein chacun. Le comité technique a été informé sur les mises à disposition pour le compte du CIMTEC lors de la séance du 22 novembre 2022. En conclusion, je vous serai gré de bien vouloir approuver les termes de la convention ci annexée de mise à disposition de personnel et d'autoriser le président à signer cette convention. Oui, dans le rapport, y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 8? Non, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 9. Il s'agit à nouveau d'une convention de mise à disposition de personnel du Conseil pour le compte de la SPLX Zemat. Monsieur Thiriot, vous avez à nouveau la parole. C'est exactement le même contexte, Président. Donc, en rappelant que le département de la Haute-Marne adhère à la SPLX Zemat depuis 2012. Donc, cette convention qui a été signée en décembre 2019 arrive au terme de ces 3 ans. Vous proposez de poursuivre ces mises à disposition. Ainsi, une nouvelle convention portant sur les années 2023-2025 vous est proposée. Le comité technique a également été informé de cette mise à disposition lors de sa séance du 22 novembre 2022.
Donc, je vous serai gré de bien vouloir approuver les termes de la convention 2023-2025 de mise à disposition de personnel du département pour le compte de la société publique locale SPLX des Maths et autoriser le président à la signer. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions sur cette convention, ce rapport numéro 9? Non, je suis au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 10. Renouvellement d'une convention entre le SDIS et le conseil départemental portant sur des actions de coopération et de mutualisation de services. Monsieur le Président Thiriot, vous avez à nouveau la parole. Donc, la convention qui porte sur les actions de coopération et de mutualisation entre le département et le SDIS arrive à échéance au 31 décembre 2022. Une nouvelle convention triennale est proposée à l'issue d'échanges partagés entre les deux partenaires ayant abouti aux conclusions suivantes. Intérêt réciproque à poursuivre les actions de coopération, extension du périmètre des actions de coopération et évolution du cadre juridique dans lequel s'exercent ces actions. Les axes de coopération initiaux, finances, maîtrise d'ouvrage, bâtimentaire, entretien du parc roulant avec le CTD, supervision des interventions de sécurisation routière, communication, sont globalement reconduits, mais avec les évolutions suivantes. La gestion comptable et financière s'oriente davantage vers des missions de conseil et les actions de communication s'orientent vers un partenariat plus ponctuel. Donc resterait en service réellement unifié l'entretien du parc roulant via le CTD. Les autres coopérations seront plus sous forme de mise à disposition de personnel ou de prestation de services. Donc cette nouvelle convention introduit des modalités financières d'évaluation des coûts-bénéfices, enfin des coûts rapport aux bénéfices, des actions de mutualisation aux fins de transparence dans les relations entre les deux partenaires. Vous avez pu prendre connaissance des modalités de cette convention qui vous a été annexée au présent rapport. Donc je vous serai gré, si vous n'avez pas de questions, d'autoriser le Président à signer cette convention de mutualisation. Merci, Monsieur le Président. Je soumets au vote cette convention. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Nouvelle convention entre l'amicale du personnel et des retraités du conseil départemental et le conseil départemental. Monsieur Thiriot, vous avez à nouveau la parole. Donc, encore un rapport classique et récurrent avec l'amicale du personnel et des retraités du conseil départemental de Haute-Marne qui a pour objet, je rappelle, de mener une action en direction de ses adhérents dans les domaines culturels, artistiques, touristiques. Il s'agit donc de reconduire cette convention triennale 2020-2022 avec l'amicale, pour donc 2023-2025. Le Président vous propose de fixer le montant de la subvention de fonctionnement à 70 000 € maximum, en comprenant un acompte de 60 000 € et un solde d'un montant maximum de 10 000 € sous réserve de présentation de justificatifs. Donc vous avez la convention qui est annexée. Pour les années suivantes, un avenant financier annuel sera proposé à la commission permanente. Donc en conclusion, je vous serai gré de bien vouloir approuver les termes de la convention triennale 2023-2025 avec l'amicale des anciens du personnel et des retraités du conseil départemental de la Haute-Marne, autoriser le Président à la signer et parallèlement attribuer une subvention pour l'année 2023 d'un montant de 70 000 €. Merci, Monsieur le Président. Des questions sur cette convention, ce rapport numéro 11? Non, pas d'intervention. Je suis au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 12, une demande de réintégration de garantie d'emprunt d'Amaris. C'est à nouveau vous, Monsieur le Président. Donc, lors de la commission permanente de mai 2021, nous avions émis un avis favorable à la demande de garantie d'emprunt formulée par Amaris pour 3 opérations situées sur la commune de Langres. 2 opérations de réhabilitation, une opération importante d'acquisition et une réhabilitation de 26 logements. Donc 3 prêts ont été conclus auprès de la Banque des Territoires et étaient garantis à parité entre le département et la ville de Langres. Amaris a informé le Président que le co-garant pour ces 3 contrats de prêt sera finalement la communauté de communes du Grand Langres et non plus la ville de Langres. Et compte tenu de ce changement, la Banque des Territoires nous demande la prise d'une nouvelle délibération de garantie d'emprunt par le département approuvant ces 3 nouveaux contrats de prêt. Voilà, Président. Merci, Monsieur le Président. Des questions? Non, je soumets au vote ce rapport numéro 12. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Alors, nous arrivons à la 3e commission. Je vous propose un rapport sur table qui concerne notre volonté d'un transfert des routes nationales
dans le portefeuille des routes départementales. Donc je vous laisse prendre connaissance de cette délibération. Pourquoi une délibération sur table ? Tout simplement parce que l'État nous sollicite fortement et nous a fortement sollicité cette semaine pour reprendre une position concernant une délibération que nous avions déjà prise le 9 septembre dernier à l'occasion d'une commission permanente. Depuis maintenant plus d'un an, on évoque ici dans cet hémicycle la volonté d'un transfert des routes nationales de la RN 19 et de la RN 67 vers le réseau départemental. Vous savez que le 9 septembre dernier, on a souhaité prendre une délibération pour réaffirmer notre volonté d'un transfert avec un certain nombre de conditions, conditions de transfert bien sûr. Pour l'instant, à l'heure où on vous parle, les conditions de ce transfert ne sont pas réunies. Par contre, la préfète de région, le SGAR, nous sollicite fortement pour qu'on se repositionne à nouveau. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de se positionner définitivement parce que les premiers éléments qui nous sont donnés ne sont pas satisfaisants, la compensation n'est pas à la hauteur et les éléments techniques non plus. Donc, je ne souhaite pas effectivement aujourd'hui une position ferme. Par contre, pour répondre à la volonté de l'État de nous repositionner à nouveau sur ce dossier, vous savez que ça a été une vraie bataille au niveau national, que les départements puissent avoir la priorité du choix dans les transferts. Je souhaite qu'on puisse mener le travail jusqu'au bout de concertation avec l'État. Donc la délibération est dans le même esprit que la délibération prise le 9 septembre dernier. En revanche, nous avons souhaité intégrer une notion de priorisation dans la démarche de transfert pour une raison, et elle concerne la route nationale 19 qui relie Langres à Vesoul et qui aujourd'hui est interdépartementale puisque elle traverse 3 départements, la Haute-Marne, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Aujourd'hui, on sait déjà que le territoire de Belfort ne prendra pas cette route nationale. On attend la position de la Haute-Saône qui est aussi dans une volonté mais ils s'exprimeront au moment venu, mais ils ont de gros doutes également pour ce transfert de cette route RN19. Et donc l'idée que nous avions d'être alignés les 3 départements sur un transfert est remise en question. Voilà. Donc en revanche sur la RN67, celle-là, j'allais dire, elle est 100% Haute-Marne. Elle démarre à Smoutier et elle nous emmène jusqu'à Saint-Dizier. Ce matin, on a évoqué aussi l'hôpital. Donc, il y a ce fameux tronçon entre Smoutier et Chaumont, qui sera un axe important pour accéder à l'autoroute. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, ce que je vous propose, c'est de réitérer notre volonté du transfert des 2 routes, mais de prioriser la nationale 67 et de mettre seulement en priorité 2, la nationale 19, en la conditionnant au fait que les 2 départements demanderaient le transfert. On souhaite aussi demander un délai supplémentaire au gouvernement. Je l'ai demandé au conseiller collectivité de la Première ministre mardi soir. Je l'ai demandé au SGAR. Je l'ai également demandé au sein de Départements de France, où le président François Sauvadet devait intervenir directement auprès du ministre des Transports. Évidemment, tout ça, c'était en fin de semaine. Donc, on répond favorablement à l'État puisqu'on réaffirme notre volonté d'un transfert. On répond également en disant que sur les conditions, elles ne sont toujours pas réunies pour un positionnement définitif. Et puis, je vous propose, bien sûr, de nous repositionner de façon ferme et définitive au premier trimestre, j'espère, au premier trimestre 2023, pour confirmer ou infirmer notre choix en matière de transfert. On ne peut pas aujourd'hui valider un transfert dans les conditions actuelles qui nous sont proposées. Je dois vous le dire que j'espère aussi que les quelques départements qui se positionneront comme nous aujourd'hui toujours pour un transfert auront peut-être quand même à un moment l'oreille un peu plus attentive de la part du gouvernement qui pour l'instant n'est pas correcte dans la façon dont il souhaite transférer ces routes. On
parle pas d'ouvrage ou très peu, on ne parle pas de transfert des personnels, et je ne veux pas lancer un chiffre pour l'instant, mais le chiffre n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu pour l'instant. Et je ne veux pas non plus mettre en difficulté le conseil départemental, parce que si on transfère ces routes nationales vers le département, c'est pour faire mieux et pas moins bien. Voilà. Et on sera par contre particulièrement attendu sur ce choix. Donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le décider. Donc on réaffirme notre position. On appuie fortement sur le fait qu'on a besoin de tous les éléments pour pouvoir décider. Et au premier trimestre 2023, je vous proposerai un dernier vote pour nous positionner définitivement sur la 19, sur la 67. J'espère que d'ici là, on aura été entendu. Voilà l'esprit de cette délibération. Alors, est-ce que quelqu'un veut compléter ou pas? Non. Donc, je soumets au vote cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc, nous poursuivons l'ordre du jour et nous prenons maintenant la délibération numéro 13 sur la RD6. Et c'est Monsieur Dominique Thibault qui nous présente cette délibération numéro 13. Donc, M. Caviezel est propriétaire donc, à Perronnier-les-Fontaines et souhaite procéder à la mise en alignement de sa propriété conformément au plan d'alignement. La surface à acquérir est de 123 mètres carrés. Le terrain est estimé à 3,50 € du mètre carré, ce qui donne un prix de vente de 430,50 arrondi à 431. Donc, ce dossier a recueilli l'avis favorable de la 3e commission le 25 avril 2022. En conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver la cession à M. Caviezel, la partie cadastrée section 384 à 152 d'une parcelle de 123 mètres carrés sur la commune de Perronnier-les-Fontaines, pour un montant de 431 € au profit du département, d'autoriser Monsieur le Président à recevoir l'acte à intervenir et de donner pouvoir à Madame la première vice-présidente du Conseil départemental à signer au nom du département. Merci, Monsieur le Président. Une petite précision. Comment est fixé le prix d'une telle parcelle? C'est le prix des domaines. D'accord. Bon. Très bien. Je soumets donc au vote cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 14 sur la RD 101 à La Villeneuve-au-Roi. Et c'est à nouveau vous, Monsieur Dominique Thibault. Même genre de dossier. Donc, Monsieur et Madame Michel Henrissa, donc, ainsi que Monsieur Laurent White et Madame Alexandra Harissa, propriétaires des immeubles cadastrés section 302, 303, 304, à La Villeneuve-au-Roi, sollicitent une mise en alignement de leur propriété. Donc, le terrain est estimé à 2,50 € du mètre carré. Les parcelles à acquérir par Monsieur et Madame Henrissa représentent 25 mètres carrés, 62 € arrondis à 63. La parcelle à acquérir par Monsieur White et Madame Harissa représente 2 mètres carrés, soit 5 €. Les frais de géomètre seront supportés par les acquéreurs et les frais d'acte supportés par le département. Ce dossier a reçu l'avis favorable de la 3e commission le 4 juillet 2022. Donc, en conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver l'acquisition des terrains pour un montant de 63 € et 2 € à Monsieur et Madame Harissa et Monsieur White et Madame Harissa, d'autoriser le Président à recevoir les actes à intervenir et donner le pouvoir à Madame la première vice-présidente pour signer et fait pour le compte du département les actes à intervenir. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui. Une question, Monsieur le Président. Il n'y a pas un minimum où vous pourriez avoir une délégation pour... Pas là-dessus. Pas là-dessus? C'est pas possible? Parce que c'est vrai que ça paraît complètement... Bien écoutez, c'est pour l'instant. D'accord. Ce sont toujours des rapports qu'on apprécie effectivement. Des fois, ça peut paraître un petit peu. Il y aurait vous voyez le fait que vous interveniez, on perd déjà un petit peu de temps sur un rapport qui en fait, finalement, on passe beaucoup de temps. À l'avenir. Mais finalement, on passe beaucoup de temps sur un rapport qui est minime. Bien, je le soumets au vote alors. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 15. Nous partons à Joinville. Monsieur Fournier, vous avez la parole. Merci. Donc là aussi, on est sur une dépense très très lourde. On a parlé du transfert des routes nationales et là, vous allez voir, c'est très modeste. Il s'agit juste de régularisation foncière des parcelles qui ont servi à faire des échanges pour le collège de Joinville. Donc des parcelles qui appartiennent à la commune de Joinville, justement, Monsieur le maire, et à l'OPH Amaris. Monsieur Olivier, Monsieur le Président, voilà, donc un nouveau découpage qui a été réalisé et donc on doit apporter une cohérence. Donc je vous fais
grâce de tous les numéros de parcelles. Et donc, on a des acquisitions de terrain qui sont réalisées par acte notarié, aux frais des vendeurs et sans soult. Et c'est le département qui supporte les frais de géomètre. Merci, monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 15? Non. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 16. Il s'agit d'un avenant à la convention d'organisation d'exécution du service hivernal entre le département de la Haute-Marne et le département des Vosges. Et c'est monsieur le président de la commission, monsieur Thiebaut, qui prend la parole. Donc la viabilité hivernale est assurée par les départements sur ces routes. Donc afin de ne pas créer de rupture de traitement en plein itinéraire et afin de prévoir dans les circuits d'intervention, incluant les emprises adaptées pour faire demi-tour avec les engins dans de bonnes conditions de sécurité, chaque département se trouve dans l'obligation de raisonner à une échelle dépassant son seul territoire. C'est la raison pour laquelle une convention destinée à coordonner ces interventions entre la Haute-Marne et les Vosges doit être renouvelée et adaptée. Côté Haute-Marne, ce sont 21,5 km que les services vosgiens traitent, qui sont concernés, contre 7,9 km des routes vosgiennes traitées par nos services. Après avoir recueilli l'avis favorable de la 3e commission réunie le 16 novembre, je vous serai gré de bien vouloir autoriser, Monsieur le Président, à signer l'avenant numéro 1 à cette convention. Merci. Monsieur le Président, y a-t-il des questions sur cet avenant à la convention? Non. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 17. Il s'agit d'une nouvelle convention également dans le cadre de la viabilité hivernale. C'est monsieur le vice-président Fournier qui s'exprime. Merci. Encore Joinville. Alors là, il y a 2 conventions, en fait, Président, si vous me permettez, dans le rapport 17. Il y a la convention qui traite la répartition des charges à toutes les installations qui sont partagées entre la CCBJC, la communauté de communes de Joinville, et le conseil départemental pour l'école primaire et collège de Joinville, et une convention entre le département et la ville de Joinville pour l'entretien viabilité hivernale du parvis du collège. Donc la première convention. Alors pareil, je vous fais grâce de tous les détails, vous l'avez bien sûr lu de manière attentive, correspond à tous les frais d'entretien de qui doit payer quoi pour l'entretien de tel ou tel portique, pour l'entretien de tel ou tel portillon dans l'établissement scolaire. Et donc vous avez la liste qui vous est donnée, je ne reviens pas dessus. Et vous avez en revanche, je me permets de vous le dire, l'article 4, c'est toutes les opérations qui ne concernent pas tous ces petits éléments techniques qui sont listés et qui concernent en fait quasiment tous les travaux qui peuvent être engagés dans le bâtiment. Et donc il a été décidé de répartir d'un point de vue financier ces travaux sur la même clé de répartition que celle de l'investissement, qui est à dire 71% pour le conseil départemental et 29% pour la communauté de communes. Cet article fera l'objet d'un avenant, il faudra le revoir rapidement, ça c'est vraiment une convention pour aller rapidement, pour qu'on puisse en gros régler les petits problèmes qui peuvent se poser. Mais voilà, si jamais on a un volet qui tombe en panne dans une salle du collège, on ne voit pas pourquoi il faudrait attendre l'autorisation de la CCBJC, l'autorisation du conseil départemental, et puis faire payer la CCBJC pour un volet roulant dans une salle du collège, quoi, et vice-versa pour l'école primaire. Donc ça fera l'objet d'un avenant et on devra le modifier, mais là c'est vraiment une convention pour fonctionner rapidement. Et puis la convention d'entretien du parvis, il s'agit tout simplement de permettre aux équipes donc de la ville de Joinville de pouvoir faire la viabilité hivernale, c'est-à-dire entretenir le parvis, puisque c'est une voie communale qui mène au collège, et donc on leur autorise en fait à passer le portique, à faire le tour et par là même à entretenir le parking pour pouvoir faire un demi-tour propre et pouvoir recontinuer ensuite le retour sur la voie communale. Voilà. Mais ils auront le badge, monsieur le maire de Joinville, bien sûr. Oui, mais alors, c'est marqué dans la convention, on aura effectivement un badge, c'est l'article 8. La commune aura libre accès au site pour la prestation de la viabilité hivernale. Un VIDJIC ou une télécommande lui sera remis afin de lui permettre. Lui sera remis. Il fallait attendre la convention, monsieur le maire. Ah, on a fatigué le président. Et pourtant, j'ai vraiment essayé d'être rapide. Hein. Madame la première vice-présidente, je suppose que c'est à vous de faire voter ces conventions. Merci. Est-ce que ce rapport appelle des remarques ou des observations ? Non. Donc, qui est contre l'adoption de ce rapport? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le rapport suivant est présenté par Monsieur Thiebaut. Il s'agit de l'adhésion au CEREMA. Donc, le CEREMA est un établissement public à la fois national et local, doté de compétences pluridisciplinaires et d'un fort potentiel d'innovation et de recherche.
Le CEREMA intervient auprès de l'État, des collectivités et des entreprises sur 6 domaines de compétences que sont l'expertise et l'ingénierie territoriale pour accompagner la transition, les bâtiments et leur impact sur le climat, les mobilités, les infrastructures de transport, l'environnement et les risques naturels, la mer et le littoral. L'ensemble des connaissances qu'il produit et capitalise sont au service de l'objectif d'accompagner les territoires dans leur transition. Vous avez tous les détails dans le rapport. Le CEREMA intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie, en AMO, en complément des ressources locales et en relation avec les ingénieries privées. La loi 3DS a marqué une nouvelle étape dans l'évolution du CEREMA. Le changement du mode de gouvernance et du mode de contractualisation avec le CEREMA est une démarche inédite en France. Elle va permettre aux collectivités d'exercer un contrôle et de prendre activement part à la vie et aux activités du CEREMA. L'adhésion au CEREMA permettra notamment au département de la Haute-Marne de s'impliquer et de contribuer à renforcer l'expertise publique territoriale, de participer directement à la gouvernance de l'établissement, de disposer d'un accès privilégié et prioritaire à l'expertise du CEREMA, de bénéficier d'un abattement de 5% sur ses prestations, de rejoindre une communauté d'élus et d'experts et de disposer de prestations spécifiques. Donc, le montant annuel de la contribution est normalement de 2 500 €. Pour l'année 2023, elle sera de 1 250 €, le temps de permettre aux instances de s'installer en avril 2023. Donc, compte tenu des besoins du CD52 en matière d'assistance pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art, les besoins de compétences en contrôle extérieur d'études, les besoins d'assistance pour la gestion du patrimoine immobilier, il est proposé d'adhérer au CEREMA et de désigner M. Bernard Gendreau, les absents ont toujours tort, comme représentant du CD52 dans le cadre de cette adhésion. Tous les détails de cette adhésion sont en annexe et visibles sur le portail des élus. Après avoir reçu l'avis favorable de la 3e commission réunie le 16 novembre 2022, je vous serai gré de bien vouloir accepter la demande d'adhésion du département, de désigner M. Bernard Gendreau comme représentant du département de la Haute-Marne, d'accepter l'inscription de la contribution annuelle au budget de la collectivité et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion. Merci beaucoup. Alors, je dois quand même préciser que M. Gendreau est d'accord, oui. qu'on n'a pas profité de son absence bien involontaire. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport? Qui est contre? Je pense qu'effectivement, cette adhésion peut apporter quand même beaucoup par rapport à ce qu'on a en cours. Pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Je vous signale que Mme Passe-Dior, qui a été obligée de quitter la séance, donne pouvoir à M. Patrick Viard pour la fin de la commission permanente. Alors, nous passons au rapport suivant. C'est le rapport numéro 19. C'est la 4e commission maintenant et c'est M. Martinelli. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit d'un rapport habituel sur les prorogations de durée de validité de subventions. On en voit quasiment à toutes les commissions permanentes. Vous avez 27 dossiers et pour la plupart d'entre eux, il s'agit de demandes de prorogation suite à des retards dans la réalisation ou des factures qui ont été reçues après la date de caducité de la notification de subvention. Très grande concision, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Ah oui, assez habituel. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant, c'est encore M. Martinelli qui en est le rapporteur sur les annexes techniques et financières à la convention de revitalisation de la commune de Bologne. Oui, donc il s'agit donc de cette convention de revitalisation, dans le cadre du départ de l'entreprise de Lizy. Le soutien financier du département, je le rappelle, était à hauteur de 700 000 €. Et on avait autorisé, lors d'une précédente commission permanente en 2021, la prolongation de la durée de convention jusqu'au 31 décembre 2023. S'agissant du présent rapport, il y a deux opérations. La première concerne la réhabilitation de l'hôtel-restaurant Le Commerce, la création d'une maison des associations, le remplacement de la chaudière de travaux. Et dans le cadre de ce programme, ont été ajoutés l'aménagement paysager d'équipements sportifs et de loisirs à Bologne, Marot et Raucourt-la-Côte, pour un coût total de travaux de 258 000 €, avec un taux de subvention de 50% qui porterait la subvention à 129 434 €, et la réfection de voirie de Bologne à Raucourt-la-Côte
pour un montant total de l'opération de 30 000 euros, un peu plus de 30 000 euros avec 50% de subvention, ce qui ferait une subvention d'un peu plus de 15 000 euros. Monsieur le vice-président, des questions sur cette convention avec la commune de Bologne et les deux opérations citées? Non, pas de questions. Je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport sur le FAL. Monsieur le vice-président. Oui, Monsieur le Président, il s'agit du FAL mutualisé, c'est-à-dire de celui qui répartit ce qu'étaient les reliquats de l'ensemble des FAL qui concernaient l'ensemble des cantons. Et donc, on a une attribution de 89 625 euros. Enfin, ça, c'est le montant du FAL mutualisé. Et l'attribution, pardon, est de 88 938 euros. Et concerne à peu près une vingtaine de dossiers sur un grand nombre de cantons différents, ce qui permet d'en terminer avec cette programmation FAL. Peut-être préciser que ces projets qui ont été retenus portent soit sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou les opérations d'économie d'énergie. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 21 concernant le FAL? Je n'en vois pas. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 22 sur les fonds de travaux structurants avec 5 opérations. Monsieur Martinelli, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Ce qui soldera là aussi le fonds pour cette année 2022. Donc 5 opérations pour un montant total de subventions de 433 436 euros. Cela concerne la commune de Champs-Sevraine pour la création de 2 aires de jeu, la requalification de terrain omnisport, la commune d'Orville-Bienville pour la rénovation énergétique et de la mise en accessibilité PMR et mise aux normes incendie à l'école maternelle, la commune de Noidans-Châtenois pour la réhabilitation de la mairie et création d'un parking attenant, la commune de Poisson pour la réhabilitation de bâtiments pour la création de 5 logements locatifs, et la commune de Sombrécourt pour la réhabilitation de la salle des fêtes. Merci, Monsieur le Vice-président. Des questions sur le FTS? Non, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Nous passons maintenant au fonds qui concerne le Parc national, un fonds créé le 9 septembre dernier. Là, on a 2 opérations. Monsieur Martinelli, je vous laisse les présenter. Oui, effectivement, 2 opérations qui s'intègrent dans ce nouveau fonds. Je rappelle que les investissements éligibles sont potentiellement la création, l'extension, la réhabilitation d'équipements et d'hébergements touristiques, les projets innovants dans le respect de la loi NOTRe, l'aménagement à vocation économique, sous maîtrise d'ouvrage public, l'acquisition de matériel mobilier inamovible intégré aux projets à vocation économique ou touristique, ainsi que les projets d'investissement en lien direct avec le parc pour lesquels les dispositifs d'aide actuels ne peuvent être mobilisés. Et donc, on a 2 dossiers, un de la commune d'Arc-en-Barrois pour le remplacement du chauffage du bâtiment du parc national avec une proposition de subvention de 18 822 euros, soit 20% de la dépense subventionnable. Et ensuite, la commune de Rouvres-sur-Aube. Il s'agit de l'aménagement de l'espace camping-stade avec une proposition de subvention de 17 316 euros, soit 30% de la dépense subventionnable. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 23? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Il y a des votes contre, des abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 24 avec des fonds départemental des équipements sportifs, le FDES, et le fonds des monuments historiques classés ou inscrits, le FMHCI. Monsieur Martinelli, vous avez à nouveau la parole. Oui, avec un dossier pour chacun des 2 fonds que vous avez présentés. S'agissant du fonds départemental des équipements sportifs, il s'agit de la commune de Rive-d'Hervoise, avec l'installation d'un éclairage sur le terrain de tennis de Longeville-sur-la-Laine, avec un montant de subvention de 4 109 euros, soit 20% de la dépense éligible. Et puis pour le fonds des monuments historiques classés ou inscrits, il s'agit de la commune de Blécourt, avec la réfection de la toiture de l'église Notre-Dame, classée au titre des monuments historiques,
avec un montant de subvention de 2 057 €, soit 25% de la dépense éligible. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions sur ces attributions de subventions et ce rapport numéro 24? Je n'en vois pas. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 25. Les fonds sous l'enduit, répartition de la dotation 2022. Et vous avez une nouvelle fois la parole, Monsieur le Vice-président. Oui, merci, Monsieur le Président. Avec donc ce fonds de sous l'enduit et cette répartition pour l'année 2022 qui est alimentée, je le rappelle, par la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires et qui est acquittée par l'ANDRA avec une particularité, c'est qu'on a une première fraction et une deuxième fraction. Alors pour le détailler, alors peut-être pas au niveau des communes, mais au moins des périmètres, on a un premier périmètre de proximité qui correspond aux communes de l'ancienne communauté du Pays du Der. Et là, il y a une somme de 218 562 € qui sont répartis entre 8 communes. Ensuite, un périmètre de solidarité pour un montant total de 327 680 € qui est réparti sur une première fraction donc, qui correspondent au périmètre de proximité et où on trouve dedans les communes de Beurville, Blumeret, de Martin-le-Saint-Père, d'Oulvan-le-Château, Mertru, Nully et Trémilly. Et c'est pour cette première fraction un montant de 49 810 €. Et sur la seconde fraction, on a 277 870 € qui, elles, sont réparties sur l'ensemble, potentiellement sur l'ensemble des autres communes de la Haute-Marne. Et on a à ce titre 17 opérations qui vous sont proposées. Vous en avez le détail et vous pouvez constater qu'effectivement, cette deuxième fraction bénéficie bien à des communes de l'ensemble des cantons de notre département. Merci, Monsieur Martinelli. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 26? Non, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 26. Il s'agit d'un avenant suite à la convention que nous avons passée entre la commune de Vignory et le département pour la réhabilitation de l'hôtel-restaurant. Monsieur le vice-président gouverneur a la parole. Merci, Président. Par délibération du 27 novembre 2020, la commission permanente a approuvé l'attribution d'une subvention de 240 000 € à la commune de Vignory dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel-restaurant de l'Étoile. Ce projet qui permet le maintien d'un commerce de proximité présente par ailleurs un réel potentiel d'un point de vue touristique pour la commune et ses environs. À l'origine, les travaux auraient dû se terminer en 2022, mais un retard pris par l'architecte dans le dépôt du dossier de consultation des entreprises entraîne un décalage dans la réalisation de ces travaux et conduit la commune de Vignory à solliciter le département afin de prolonger la durée de validité de la convention signée donc le 4 janvier 2021. Ainsi, un projet d'avenant a été établi à cet effet afin de prendre en compte cette prolongation en portant la date de fin de la convention au 31 décembre 2024. Aussi, après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission, le président vous saurait gré de bien vouloir approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention d'attribution d'une subvention de 240 000 € à la commune de Vignory dans le cadre de la réhabilitation du dit hôtel et de l'autoriser à la signer. Merci, Monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions sur cet avenant? Je n'en vois pas. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 27. Il s'agit d'un avenant à la convention qui nous lie entre la commune de Châteauvillain concernant la mise à disposition du parc Audin. On va encore un peu le garder et donc c'est l'objet de cette convention qui nous est présentée par Monsieur le gouverneur. Effectivement, Président, notre collègue Marie-Claude Lavocat en a parlé ce matin. Dans le cadre de la réalisation du projet Animal Explora, la commune de Châteauvillain a mis à la disposition du département de la Haute-Marne le parc Audin. Par une délibération de la commission permanente du 14 mai 2004, le département a approuvé le principe d'une mise à disposition consentie à titre gratuit par le biais d'une convention signée le 10 novembre 2004, qui a été modifiée par 2 fois quant à sa clause résolutoire, le 31 décembre 2020 dans un premier temps, puis le 31 décembre 2022 dans un second temps. Consécutivement à la décision d'abandon du projet Animal Explora lors de l'Assemblée départementale du 17 décembre 2021, le département se doit de réaliser certains travaux de remise en état conformément aux dispositions prévues dans la convention de mise à disposition.
Afin de permettre au département de porter en investissement ces travaux, il est nécessaire de proroger à nouveau la clause résolutoire énoncée à l'article 7 à la date du 31 décembre 2023 et d'y adjoindre une clause ouvrant la possibilité à un renouvellement express de cette dernière pour une année supplémentaire. Enfin, à la demande de la commune de Châteauvillain, le projet d'avenant prévoit que la gestion forestière, y compris la ripisylve, et la gestion des ouvrages hydrauliques présents sur l'Aujon, y compris le secteur des abîmes et ses canaux, seront délégués par le département à la commune sans contrepartie d'aucune nature. Au regard de ce qui précède, le président vous saurait gré de bien vouloir approuver les termes de l'avenant numéro 3 à la convention de mise à disposition et l'autoriser à la signer ainsi que tous actes qui lui sont relatifs. Merci, monsieur le gouverneur. Est-il des questions sur cet avenant à la Convention? Non. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant à notre politique ENS et c'est monsieur le président André qui nous présente ce rapport. Merci, monsieur le président. Donc, c'est une attribution de subvention dans le cadre de notre attribution. Pardon, je suis un peu emmêlé. Dans notre politique ENS. Donc, le Conseil départemental a adopté la poursuite d'une série d'actions en faveur de la promotion et la préservation des espaces naturels sensibles. Donc, je ne vais pas reprendre tout le détail. Donc, à ce titre, on vous propose d'attribuer la subvention de 18 739 € donc, en investissement. Donc, ça concerne essentiellement le syndicat mixte du bassin de la Marne. Et en point 2, donc une prorogation dans le cadre des aides attribuées aux collectivités départementales. Le département a limité le délai d'exécution des travaux des opérations subventionnées. Et dans ce cas-là, la commune de Orge est bénéficiaire d'une subvention d'un montant de 20 687 €. Et donc pour des travaux de renforcement des berges de la Dhuy. Et la commune nous sollicite une prorogation du délai d'exécution jusqu'au 30 novembre 2023. Donc en raison des conditions hydrauliques particulièrement requises et des consignes techniques préconisées par la DDT. Donc les travaux n'ont pas pu commencer cette année. Donc voilà, donc monsieur le président, après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission, on vous demande de bien vouloir vous prononcer pour ces propositions d'attribution et de bien vouloir proroger la durée de validité de la subvention accordée à la commune de Orge. Merci, monsieur le président. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 28? Non, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 9. Monsieur le vice-président gouverneur, le FDE, l'attribution de subventions. Donc, rapport habituel, monsieur le président. Aussi, je vous propose d'attribuer sur le FDE les subventions détaillées dans le tableau ci annexé, qui représente un engagement financier de 535 060 € pour 13 dossiers relatifs à des travaux d'assainissement d'eau potable et d'éclairage public. Comme à chaque fois, l'inscription des crédits de paiement nécessaires à ces engagements sera proposée au vote de l'Assemblée au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux. Je vous rappelle qu'au budget primitif, on avait inscrit 2 millions d'euros et qu'on arrive en fin d'exercice 2022 à 2 934 075 € de dépenses sur le FDE. Ainsi, après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission le 4 novembre 2022, le président vous saurait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Merci, monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 29? Oui, c'est noté. Pourquoi? Oui, enfin non, si vous commencez à plus voter les délibérations, vous ne votez plus le FAL, vous ne votez plus le FDE. Non, ça, là-dessus, vous pouvez voter. Sinon, on ne vote plus rien. Hein. Donc, vous prenez part au vote, monsieur Thiebaud, très bien. Je soumets au vote ce rapport. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à notre participation dans le cadre des classes découvertes. Et c'est madame Michel qui va nous faire une présentation express de ce rapport. Express, oui. Le Conseil départemental de la Haute-Marne a adopté une politique significative en matière de prise en charge de classes des découvertes. Ces classes sont destinées à favoriser le départ des enfants au Marnais, au moins une fois par an, dans un cadre autre que celui où ils vivent, afin de permettre aux différentes structures nommées ci-dessus une organisation favorable dans la réservation et la production de devis pour les séjours des collèges et des écoles. Il vous est proposé dans un premier temps de bien vouloir approuver le montant de la participation sous réserve du vote du budget primitif en fin d'année.
Lors du vote du budget, le montant de l'enveloppe globale sera soumis à votre approbation. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir approuver le montant de la participation du Conseil départemental sur le prix de journée des classes de découverte. Vous avez tout le tableau en annexe avec les prix, que ce soit pour les collégiens, les primaires, voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est moi qui pose cette question, Madame Michel. Non, parce que j'étais sûre que C'est moi j'allais qui en demande avoir, s'il y a des Monsieur le questions. Ça fait Président. 2 fois que vous me le faites. Vous êtes encore un peu jeune dans le métier, mais c'est moi qui pose des questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Non, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Le dossier est adopté. Merci. Nous passons au rapport numéro 31. Il s'agit du protocole relatif aux mineurs non accompagnés. Et c'est Madame Leduc, Madame la Présidente, qui nous présente ce rapport. Oui, merci Président. Il s'agit donc du protocole de coordination entre les services de l'État et le département de la Haute-Marne. Lorsque les mineurs non accompagnés arrivent sur notre territoire, ils sont confiés au président du conseil départemental. Il est mis en place un accueil provisoire d'urgence pour les personnes se déclarant mineures. Des investigations sont réalisées par les services du département, âge, identité, famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement. Les personnes majeures de nationalité étrangère qui abusent frauduleusement du dispositif protecteur destiné aux mineurs relèvent de la police des étrangers, compétence de l'État. L'intervention de l'État est également nécessaire lorsque les mineurs non accompagnés deviennent majeurs et sont soumis à la législation relative au séjour des étrangers en France. Ce protocole réaffiche l'articulation majeur-étranger-État et réaffirme les obligations de chacun. Au regard de ces éléments et après avoir recueilli l'avis favorable de la 7e commission réunie le 8 novembre 2022, le Président vous serait gré de bien vouloir approuver les termes du protocole de coordination entre les services de l'État et le département de la Haute-Marne et de l'autoriser à signer ce protocole ainsi que tous les actes administratifs afférents à sa mise en œuvre. Merci Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 31? Oui, Monsieur Rabier. Pardon. Oui, c'était simplement pour savoir le nombre de mineurs non accompagnés. 70. Merci. De rien. 3 secondes. 3 Merci. secondes. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 32. Et c'est Madame Viard qui nous présente ce rapport numéro 32. Oui, merci Président. C'est un rapport de routine que je vous présente chaque année concernant la convention qui lie le département et l'association départementale d'aide aux justiciables afin de permettre aux parents d'enfants confiés au président du conseil départemental de les rencontrer le samedi. L'ADAGE encadre ses droits de visite sur 3 communes du département, Saint-Dizier, Chaumont et Langres. Après avoir recueilli l'avis favorable de la 7e commission le 8 novembre, le Président vous serait gré d'attribuer une subvention de 6 000 € à l'ADAGE au titre de l'année 2022, de prolonger par avenant la convention 2020-2022 de 6 mois et de l'autoriser à signer cet avenant. Merci Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 32? Je n'en vois pas, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 33, toujours Madame la Vice-Présidente Viard. Ça concerne des subventions attribuées à 2 associations, SOS Femmes et FIL. Oui, rapport de routine également. La prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique relève de la compétence du département. Le département a conclu des conventions avec donc 2 associations, le FIL et vous venez de le dire, SOS Femmes Accueil. Voilà, et donc le FIL qui a une capacité d'accueil de 18 places, SOS Femmes Accueil 40 places. Et après avoir recueilli l'avis favorable de la 7e commission réunie également le 8 novembre, le Président vous serait gré de bien vouloir attribuer une subvention de 14 500 € à l'association FIL pour l'accueil des femmes, arrêter la subvention à attribuer à l'association SOS Femmes d'accueil au titre de l'année 2022 pour la mission d'accueil et d'accompagnement de femmes enceintes ou mères isolées avec enfants de moins de 3 ans à 52 000 €, d'approuver la rédaction de l'avenant à la convention signée le 13 janvier 2020, joint au présent rapport, qui permettra l'élaboration d'un nouveau conventionnement en 2023, et de l'autoriser à signer cet avenant. Merci Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 33? Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons à un nouveau rapport numéro 34. Il s'agit également de subventions aux associations à caractère social. Et c'est Madame la Vice-Présidente Brigitte Fischer-Patria qui nous présente ce rapport. Donc moi, ce n'est pas un rapport routinier, c'est un rapport exceptionnel.
Le Secours populaire est un partenaire régulier des circonscriptions d'action sociale qui leur adresse régulièrement des familles en difficulté. Familles en difficulté de plus en plus nombreuses du fait de la crise énergétique. De plus, le modèle économique du Secours populaire repose sur l'activité dite de récupération, mise en péril par les changements de paradigme initiés par la grande distribution sur les produits en limite de date de péremption. Au vu de tous ces éléments, nous vous demandons d'acter un soutien complémentaire exceptionnel de 2 000 € à la subvention déjà versée de 5 000 € à la Fédération du Secours populaire de Haute-Marne. Merci Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 34? Non, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 35. Il s'agit du FSL. C'est Madame la Présidente Leduc qui prend la parole. Merci, Président. Le Fonds Solidarité Logement permet d'aider les personnes à accéder à un logement locatif, à s'y maintenir ou à assumer les obligations relatives au paiement des factures d'énergie. Le financement du Fonds Solidarité Logement est assuré par le département ainsi que 26 partenaires qui ont signé une convention reconduite tacitement tous les ans. Chaque convention est doublée d'un avenant financier qui fixe chaque année les contributions des partenaires. Cet avenant précise la contribution du conseil départemental au fonds, 277 600 € concernant les prestations, et également le montant concédé aux équivalents temps plein pour la gestion du dispositif, soit 161 400 € pour un total général de 439 000 €. Deux modalités de versement de la participation sont utilisées, le versement au département ou l'abandon de créances, procédure utilisée notamment par la Compagnie des eaux. Depuis 2012, le département signe également avec Engie et Électricité de France des conventions spécifiques d'une durée de 3 ans. Des nouveaux fournisseurs d'énergie ont été sollicités pour participer au financement du Fonds Solidarité Logement. Total Énergie a répondu favorablement à ces demandes et propose un financement de 4 000 €. Il est donc proposé pour l'année 2022 une nouvelle convention avec Total Énergie. Au regard de ces éléments, le Président vous prie de bien vouloir approuver les termes de la convention à intervenir avec Total Énergie, l'autoriser à la signer, abroger la délibération numéro 2022-0922 du 9 septembre 2022 relative aux avenants financiers du Fonds Solidarité Logement, attribuer une subvention de 277 600 € au Fonds Solidarité Logement, fixer à 161 400 € le montant dédié à la gestion du dispositif, et approuver les termes des 2 modèles d'avenants pour les autres partenaires et l'autoriser à signer les avenants qui seront pris sur la base de ces modèles. Merci. Madame la Présidente, y a-t-il des questions sur ce rapport 35? Non, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous passons maintenant au rapport numéro 36, une révision de convention de partenariat avec l'IRALEST et le Pythagore Édition. C'est Monsieur le Vice-président Calal qui va nous présenter ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Alors, les archives départementales poursuivent depuis plusieurs années une politique de publication active valorisant leur collection et in fine l'histoire et le patrimoine du territoire haut-marnais. Le partenariat avec l'IRALEST, éditeur chaumontais reconnu pour son savoir-faire et ses choix éditoriaux, vise à diffuser plus largement les publications des archives départementales et assurer une meilleure qualité de fabrication des dits ouvrages. Celui-ci a fait ses preuves pour les 2 dernières publications des archives, à savoir les ouvrages De Gaulle et la Haute-Marne et la Haute-Marne et la mer, dont la qualité matérielle est reconnue et dont la diffusion a été plus efficace que pour les publications précédentes. Près d'un millier d'exemplaires vendus pour le premier et quelques centaines pour le second. La convention actuelle arrive à échéance en décembre 2022. Il est proposé de reconduire le partenariat, mais d'en modifier certaines dispositions pratiques, notamment les modalités de versement de la subvention et de distribution des ouvrages sur le site des archives, et d'y intégrer une offre de services supplémentaire de la part de l'éditeur. La proposition a été examinée par la 8e commission et cette proposition s'élève à 5 000 € au total. Après avoir recueilli l'avis favorable de la 8e commission le 4 novembre dernier, il vous serait gré de bien vouloir approuver les termes de la convention du partenariat et d'autoriser Monsieur le Président à signer cette convention et tous les actes pour sa mise en œuvre. Merci Monsieur le Vice-président. Des questions sur ce rapport 36? Non, je le soumets au vote. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 37. Il s'agit de subventions d'investissement à des associations dans le domaine culturel, sportif et socio-éducatif. Monsieur le Vice-président Calal, vous avez à nouveau la parole. Merci Monsieur le Président. Donc la vie associative est soutenue par le département à travers diverses interventions auprès d'associations agissant dans ces secteurs culturels, sportifs ou socio-éducatifs. Les règlements d'aide visent plus spécifiquement à soutenir les associations au titre du fonctionnement, mais afin d'améliorer l'accessibilité des services aux habitants, de soutenir l'activité économique par l'emploi et les travaux, de soutenir ainsi les acteurs territoriaux.
Je vous propose d'examiner les demandes des associations s'y annexées au titre de l'investissement. Ces demandes concernent l'acquisition de matériel ou d'aménagement structurel. Et à ce titre, la somme de 123 191 € a été votée au budget primitif 2022. Dans ce cadre, l'association Simone, qui est très active sur son territoire, a déposé une demande pour la réhabilitation du bâtiment Simone Verte, dernier espace à rénover dans ce tiers-lieu. Il vous est donc proposé de soutenir ce projet structurant à hauteur de 11 000 €. Le rapport ci-joint récapitule cette proposition examinée par la 8e commission le 4 novembre dernier. Donc, je vous serai gré de bien vouloir attribuer la subvention mentionnée dans le tableau ci annexé, 11 000 €, et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer cette convention et tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport 37? Je n'en vois pas. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 38, des aides au monde culturel et à la vie associative. Et vous avez à nouveau la parole, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur le Président. Donc, le département de la Haute-Marne, acteur majeur en matière culturelle, je vous le répète depuis ce matin, affirme sa volonté de soutenir les arts, la culture, le patrimoine et la vie associative sur l'ensemble du territoire à travers ses propres actions et par l'accompagnement des acteurs locaux dans leurs projets. Donc pour l'année 2022, l'Assemblée départementale a voté un crédit au titre des aides des associations de jeunesse et d'éducation populaire destinées à soutenir les associations départementales labellisées jeunesse et éducation populaire dans leur action artistique et culturelle à destination du plus grand nombre. La Ligue de l'enseignement de la Haute-Marne, elle aussi très active, a déposé une demande dans ce sens et on vous propose de les accompagner à hauteur de 16 000 €. Au titre de l'aide au spectacle vivant, le département de la Haute-Marne entend promouvoir une culture orientée vers ses publics, les publics cibles, les jeunes, les publics empêchés, le territoire rural, renforcer les secteurs prioritaires, comme, non pas les vieux, les personnes âgées, spectacle vivant, lecture publique, archives départementales, patrimoine, archéologie, éducation artistique. Donc vous voyez, toute cette richesse que je vous parlais ce matin, c'était ça. Développement davantage de secteurs, la musique actuelle, culture numérique, art visuel, création artistique, diffusion de cinéma en zone rurale, métiers et savoir-faire en lien avec le patrimoine industriel du département. Les nouvelles propositions pour ce dispositif s'élèvent pour une somme totale de 101 000 €. La vie associative est soutenue par le département à travers diverses interventions auprès d'associations agissant notamment dans le domaine culturel, sportif, socio-éducatif. Le règlement d'aide aux manifestations d'intérêt départemental vise plus spécifiquement à soutenir les associations, les EPCI, les communes, dans ces manifestations qui concourent au dynamisme de notre territoire et contribuent largement au maillage territorial de la Haute-Marne avec sa diversité des formes d'expression. 3 associations ont déposé une demande dans ce sens et une en particulier, l'Alternative culturelle, qui organise les 36e rencontres théâtrales du 15 au 23 mai prochain. 20 représentations. Là aussi, c'est un exemple qui vous est donné, mais c'est pour montrer l'implantation de ce partenariat dans les EAC avec des résidences d'artistes, puis tout le travail qui est fait autour des PAG. Donc, ces propositions s'élèvent à hauteur de 3 500 €. Ensuite, il y a aussi la restauration des objets mobiliers inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Donc, l'Assemblée départementale a voté, lors de sa séance du 17 décembre 2021, une autorisation de programme pour la restauration des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques. Le département concourt ainsi, aux côtés de l'État, à la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine représentant au plan national ou local un intérêt historique, artistique, technique et ou scientifique. Ainsi, la commune de Pierremont-sur-Amance a restauré le cadre et la toile du tableau classé dit de la Sainte-Marie-Madeleine pénitente en église paroissiale Notre-Dame en Assomption. Le montant total de ces travaux s'élève à 7 653. J'y suis pas allé, excusez-moi. Le montant total de ces travaux s'élève à 7 000, je fais confiance aux services qui ont travaillé, 7 653 € hors taxe. Ainsi, il vous est proposé d'accorder une aide à hauteur de 2 295,90 €. C'est un pourcentage. Le tableau joint à ce rapport récapitule ces différentes propositions examinées par la 8e commission lors de sa réunion du 4 novembre 2022. Donc, ainsi, après avoir recueilli l'avis favorable de la 8e commission le 4 novembre dernier, vous serez gré de bien vouloir attribuer la subvention relative à l'aide aux associations de jeunesse et d'éducation populaire précisée dans le tableau ci annexé pour un montant de 16 000 €, d'attribuer les subventions relatives à l'aide au spectacle vivant récapitulé dans le tableau pour un montant de 101 000 €, d'attribuer les subventions relatives aux manifestations d'intérêt départemental pour 3 500 €, d'attribuer la subvention à la commune Pierremont-sur-Amance dans le cadre de cette restauration de 2 295,90 € et d'approuver les termes des conventions et à intervenir avec la Ligue de l'enseignement de la Haute-Marne et la ville de Saint-Dizier, la communauté d'agglomération. Ce sont toutes les conventions qui vous sont annexées et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer ces conventions et tous les actes pour leur mise en œuvre. Merci.
Monsieur le vice-président, y a-t-il des questions sur ce rapport? Non. Je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est accordé. Donc nous passons au rapport numéro 39, aide aux associations sportives. C'est Madame la présidente Colombo qui nous présente ce rapport. Oui, merci Président. Comme d'habitude, il y a plusieurs volets dans ce même rapport. Ça concerne 7 dispositifs de notre politique sportive. Le premier dispositif, c'est l'aide aux clubs évoluant en championnat national. Donc là, cela concerne 5 dossiers. Le premier, c'est le Sporting Marnaval Club Foot, qui est pas au niveau national, mais régional. Donc dans ce cas, il faudra accorder une dérogation. Et puis c'est le cas également pour le club Saint-Dizier Basket qui joue en pré-national. Ensuite, au niveau national, il y a le Chaumont Handball, l'Angre Haltérophilie et Athlé 52. Donc pour toutes ces associations, il y aura une convention, les termes de la convention à accorder et puis autoriser le président à les signer, sauf pour le Sporting Marnaval Club Football, il n'y a pas de convention. Le dispositif suivant concerne l'aide aux clubs locaux. Donc là, cela concerne 2 dossiers. Le règlement est toujours le même, 10 € pour une licence pour un jeune de moins de 17 ans. Donc 2 dossiers pour 1 820 € de subvention. Ensuite, concernant l'aide à l'emploi sportif, il s'agit de 2 dossiers, le Cercle des âmes de Chaumont et puis le club hippique Chaumont-Choigne. Donc là, cela concerne une subvention de 5 400 € pour les 2 et il y aura également des conventions. Pour l'aide aux manifestations sportives officielles. Donc là, cela concerne 3 dossiers pour un montant de 2 600 € de subvention. Concernant l'aide aux athlètes de haut niveau, donc là, cela concerne un dossier. Il s'agit de Flavie Coho. Alors, on a déjà attribué 1 000 € à Flavie Coho pour sa bourse de haut niveau lors de la CP du 20 mai 2022. Là, il s'agit d'un petit coup de pouce pour sa préparation olympique parce qu'elle a eu de très bons résultats, notamment lors de la Coupe du Monde senior à Séoul. Ensuite, nous avons le dispositif bilan des conventions d'objectifs. Donc là, il s'agit de subventions. C'est juste un solde. On a déjà voté les montants pour ces subventions pour 21 comités. Et puis, le dernier dispositif concerne l'aide au fonctionnement des sections sportives scolaires en collège. Donc là, il s'agit surtout du district Haute-Marne de football pour une subvention de 10 000 € parce qu'ils mettent à disposition des éducateurs sportifs dans 4 collèges qui ont la section foot. Donc les 10 000 € sont répartis en fait, c'est 2 500 € par section sportive. Donc là, il y a aussi une convention où on vous demande d'approuver les termes et d'autoriser Monsieur le Président à signer ces conventions. Il vous est demandé de vous prononcer sur ce rapport. Merci Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport 39? Oui, Monsieur Fournier. Je ne prends pas part au vote. Mais vous présidez plus. Si, vous présidez encore le Cercle des armes? Ouais. Ok, c'est pas, on y va. Ok, vous. Non, je pense que c'est pas grave. On est tous membres d'associations et il faudra à un moment qu'on ait une règle claire là-dessus parce que c'est un peu chacun raconte la sienne. Et oui, monsieur. Oui, il n'y a pas une erreur de formulation parce que par rapport aux 2 clubs, le tout début du rapport, le club qui évolue en R1 au niveau du foot et le club de basket, c'est marqué au titre de ce dispositif, les propositions s'élèvent à la somme de 27 500 €. C'est pas pour ces 2 clubs. Non, il y a 3 autres. Je vais parler des 3 autres. En fait, c'est 3 000 € pour le foot à Marnaval, 3 000 € pour le basket à Saint-Dizier. Et puis ensuite, c'est 6 000 € pour Chaumont Handball, 10 000 € pour l'Angre Haltérophilie et 5 500 pour Athlé 52. Ok, j'avais pas bien compris la formulation parce que le 27 500, il intervenait juste après les 2 premiers. Oui, mais j'ai détaillé, mais peut-être que tu n'as pas bien écouté. Très bien, c'est précisé, merci. Je mets donc au vote ce rapport. Des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas. C'est adopté. Nous passons au rapport numéro 40, soutien au tiers-lieu. Madame la Présidente Colombo, à nouveau la parole. Oui, merci.
Donc là, il s'agit de 3 tiers-lieux qui sont labellisés Fabrique de territoire par l'État. Le premier, c'est la maison de Courcelles. Donc il vous est proposé de soutenir l'association à hauteur de 10 000 euros. Ensuite, il s'agit de Simone, à Châteauvillain, qui a déjà eu une subvention précédemment au niveau de l'investissement. Donc là, et puis une autre précédente de 10 000 euros pour l'année 2022. Donc là, il s'agit d'attribuer une subvention de 10 000 euros pour le fonctionnement et l'investissement sur les années 2023-2024. Et puis le troisième tiers-lieu est la Tour des Villains à Montsaujon, qui est un tiers-lieu récent puisqu'il a été créé en 2020. Donc là, il s'agit d'attribuer une subvention de 2 000 euros. Et puis, il vous est demandé également d'approuver les termes de la convention avec la maison de Courcelles, Simone et la Tour des Villains et d'autoriser Monsieur le Président à signer ces conventions. Merci Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur ce rapport numéro 40? Non, je le soumets au vote. Des votes contre, des abstentions, c'est adopté. Nous passons au dernier rapport, le rapport numéro 41, les dotations cantonales. C'est à nouveau Madame la Présidente Colombo qui prend la parole. Oui, merci. Donc, rapport classique, là, il s'agit de dotations cantonales pour 6 cantons qui clôturent leur enveloppe de dotations cantonales pour aider leurs associations territoriales. Merci. Des questions sur cette dernière délibération sur les dotations cantonales? Non, je le soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette commission permanente et de cette journée sur le budget et cette commission permanente. Merci à vous tous pour la participation, vos interventions. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien et on se retrouve début janvier en pleine forme. Merci à vous.